Bon- Bonjour, alors aujourd'hui nous allons travailler sur le chapitre 7, les grands principes philosophiques du l'Ikigai. Et on va d'ailleurs évoquer à travers cela le wabi-sabi, que je trouve un truc que j'adore, et aussi en effet gros chapitre sur la résilience. Donc depuis le début, vous avez certainement bien compris que l'ikigai est un très bel outil de développement personnel, de travail sur la connaissance de soi. Donc on peut dire que c'est un outil pour travailler sur son mental, et que lorsqu'on décide de travailler sur son mental, le plus dur c'est toujours de démarrer, identifier la petite flamme intérieure qui nous anime, la faire grandir jour après jour, et ensuite la cultiver, que ce soit par des exercices, échanger avec des personnes bienveillantes, interroger vos proches, mais pas que, c'est aussi à travers les nouvelles rencontres que vous pouvez faire, ou éventuellement un travail aussi avec un coach, ça pourrait être ça. En tous les cas, on peut dire que les grands principes philosophiques de l'ikigai sont en effet créer l'espace à l'intérieur et à l'extérieur de soi. Donc c'est un travail d'introspection bien sûr, mais introspection veut dire aussi connaissance de soi, comment on réagit intérieurement et aussi avec notre entourage externe. Apprendre à ralentir, prendre le temps. Moi, c'est vraiment un des grands principes qui m'a marqué de l'ikigai. Ensuite, entrer dans un processus d'introspection, se préparer à la remise en question, qui induit aussi en effet d'accepter et d'être prêt à parfois sortir de sa zone de confort à travers cela. Autre grand principe philosophique de l'ikigai, c'est l'acceptation d'être authentique. Pour moi, ça a vraiment été une révélation, sortir des codes, etc. L'utilisation de la méthode des petits pas ou ce qu'on appelle Kaizen, on l'a vu dans les piliers, commencer petit, la joie des petites choses, etc. Un autre principe philosophique aussi de l'ikigai que j'ai noté, c'est renouer avec la créativité, avec votre créativité, avec sa propre créativité. Autre grand principe, être auto-bienveillant avec soi ou être bon avec soi. La bienveillance dont on parle beaucoup, mais voilà, c'est en effet très très important. Libérer votre créativité, se libérer soi-même. Et donc, dans les lectures, etc., il parle en effet de pratiquer le wabi-sabi. Donc, je vais y venir. Je vais vous expliquer ce que c'est, je trouve ça excellent. Alors le wabi-sabi, qui doit être un terme aussi japonais, je pense. Donc le wabi, en fait, désigne la beauté des choses simples et la sérénité que procure le fait de se détacher du monde matériel. Donc ça, c'est la définition de wabi. Et sabi concerne le temps qui passe, la manière dont les choses se développent et comment elles se transforment en vieillissant. Donc c'est plus la notion de temporalité. Et donc, en synthèse, le wabi-sabi est profondément lié à l'expression de la beauté. Et Kate Compton, qui a écrit pas mal de choses et qui a écrit un bouquin là-dessus d'ailleurs, donne la définition du wabi-sabi. Pour elle, c'est le bonheur est dans l'imperfection. Donc le wabi-sabi, c'est le fait de se poser et d'exhumer et aussi de savourer, pourquoi pas, le bonheur dans l'imperfection et comment rendre quelque chose d'imparfait, pourquoi pas beau, en fait. Quelque chose d'imparfait peut être aussi beau. Donc, les enseignements du wabi-sabi puisent leurs racines dans ces idées suivantes. Le monde change quand on apprend à le voir et à le vivre avec notre cœur. C'est toujours la question de quelle paire de lunettes mettons. Et en considérant que tout est impermanent, tout est incomplet, tout est imparfait, que la perfection est impossible, l'imperfection est l'état naturel de tout, y compris de nous-mêmes, que la simplicité est pleine de beauté, d'intérêt et de réconfort,
Dans un monde gouverné par une quête perpétuelle de l'excellence et de la perfection, nous avons grand besoin de réinventer notre façon de voir le monde et notre place dans ce monde. Nous avons besoin de moins de choses et peut-être de plus d'âme, de moins d'agitation, peut-être plus de sérénité, de moins de chaos et davantage de calme, moins de consommation mais plus de création, même peut-être de nos propres mains, moins de résistance et plus de résilience. Bref, nous avons besoin de plus de cœur. Comme le dit si justement Beth Campton, le wabi-sabi constitue une précieuse réserve de sagesse qui valorise la tranquillité, l'harmonie, la beauté et l'imperfection. C'est pourquoi il peut renforcer notre résilience face aux maux du monde. Beau programme et vaste programme, mais très 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 intéressant. Donc voilà, le wabi-sabi, donc vraiment l'idée peut-être à retenir, c'est au lieu de chercher la beauté dans ce qui est parfait, cherchons-la dans ce qui est imparfait, incomplet. Et la culture japonaise accepte la nature périssable de l'être humain et de tout ce que nous créons. Il y a un exemple, je crois que je vous en ai déjà parlé dans le chapitre précédent, le temple d'Ise qui est reconstruit tous les 20 ans depuis des millénaires, car l'important n'est pas que l'édifice reste debout pendant très longtemps, mais l'important c'est de conserver les traditions et les coutumes qui peuvent traverser le temps, peut-être même davantage que les constructions humaines. Cela nous apprend à apprécier la beauté de l'imparfait comme l'opportunité de développement. Donc voilà pour le wabi-sabi. J'espère que ça vous donnera quelques thèmes à méditer. Alors ensuite, la deuxième partie, c'était plutôt sur la résilience. Qu'est-ce que la résilience par rapport aux grands principes philosophiques de l'ikigai ? Donc, sur ce que j'ai lu et ce que j'ai eu envie de retranscrire, la définition peut-être que j'ai trouvée la plus appropriée était de dire la résilience, c'est la capacité de persévérer et à continuer à lutter à tout moment. C'est une attitude à cultiver pour nous concentrer sur ce qui est important plutôt qu'urgent dans la vie, sans nous laisser mener par les émotions négatives. C'est aussi entraîner l'esprit, le corps et un état émotionnel résilient qui est certainement fondamental pour apprendre à affronter les épreuves. Les caractéristiques de la personne résiliente, ce serait savoir se relever et donner un sens à sa vie, être concentré sur ses objectifs, sur ce qui est important, sans se laisser submerger par le découragement. Sa force provient aussi de sa souplesse, de sa capacité d'adaptation au changement et aux coups du destin. Reinhold Niebuhr disait « Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer et la sagesse de faire la différence entre les deux. » Je trouve ça génial. Bon, des techniques permettent de dépasser la résilience et d'affûter nos armes anti-fragilité, mais on sait que c'est un long cheminement, que c'est un travail sur soi. Moi, il y a un proverbe japonais que j'adore, c'est « si tu tombes 7 fois, relève-toi 8 », la notion de l'échec qui n'en est pas. Donc dans les techniques, en effet, pour essayer d'arriver à dépasser cette résilience, c'est diminuer, travailler sur son ego, c'est important, éliminer les émotions négatives, comment les retranscrire en émotions positives, mais aussi peut-être, en fait, il y a des techniques en fait, pour les émotions négatives que l'on apprend beaucoup en coaching, qui sont d'ailleurs de les accepter, de les accueillir, de les laisser passer, de comprendre comment elles interviennent au niveau de son corps,
pour les ancrer et après éviter qu'elles reviennent ou quand elles reviennent, aussitôt savoir comment réagir. Donc ça peut être aussi savoir contrôler nos désirs, nos plaisirs, bien sûr. L'objectif de la personne vertueuse est d'atteindre la tranquillité, un état d'absence d'émotions négatives comme l'anxiété, la peur, la peine, la vanité, la colère, et de présence d'émotions positives comme la joie, l'amour, la sérénité, la gratitude, comme on bascule de l'une à l'autre. Mais être vigilant à la sensibilité de l'être humain. Après, on a les outils de méditation pour soigner ses émotions qui peuvent être un très bel outil, mais aussi le yoga, le qigong, enfin il y a plein de... Et d'ailleurs qui sont très ancrés de la culture asiatique. Pardon. Donc voilà, méditer pour soigner les émotions, le maintenant et la permanence des choses, être dans le présent, l'instant présent, nous inciter à aimer le présent et à ceux qui nous entourent. Et puis on a vu le wabi-sabi... ajouter des plus à votre vie, avoir d'autres activités en dehors de votre job qui pourraient être un apport, pourquoi pas pécunier d'ailleurs, mais aussi les autres sphères de l'amitié qui sont importantes. Être conservateur dans certains domaines et prendre beaucoup de petits risques dans d'autres. On parle aussi de l'antifragilité, c'est assumer de petits risques qui peuvent procurer de gros bénéfices sans nous exposer à de grands dangers susceptibles de nous engloutir. Donc dans les autres techniques permettant de dépasser la résilience et d'affûter nos armes d'antifragilité, dans toutes les lectures que j'ai trouvées, mais que vous avez dans plein d'autres outils de développement personnel, on retrouve bien sûr des choses comme savoir éliminer les choses qui nous fragilisent, des choses, mais aussi des personnes, des habitudes qui causent notre perte ou nous rendent vulnérables, c'est-à-dire changer nos mécanismes et nos comportements où on sait qu'ils ne nous apportent pas forcément du bien. Et après, il y a plein de choses sur son hygiène de vie, éviter de grignoter entre les repas, ne manger des pâtisseries qu'une fois par semaine, rembourser progressivement toutes ses dettes, ne pas fréquenter de personnes toxiques, ne pas perdre de temps à faire des choses qui ne vous plaisent pas simplement par obligation, et se déconnecter des réseaux sociaux, etc. Enfin voilà, bon, tout un tas de petites choses que vous connaissez déjà. Alors, d'après le Wabi-Sabi, pour conclure sur ce chapitre-là, j'avais noté « La vie est une pure imperfection et le passage du temps nous prouve que tout est éphémère, mais avec un ikigai défini, chaque moment recèle tant de possibilités qu'il représente une sorte d'éternité. » Voilà. Voilà pour ce chapitre 7 sur les grands principes philosophiques de l'ikigai. Je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que voilà, la poursuite de cette histoire vous plaît. Je suis Cécile Lemercier, fondatrice du cabinet Ikigai Consulting, consultante, formatrice et coach en cours de certification. Et je vous dis à très bientôt pour le chapitre 8. Voilà, bye bye, bonne journée.